Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Challenge et Sahaf Torkum. Je vous propose de faire ce soir un point sur l'état du marché automobile en évolution constante. On le fait ce point avec Mohamed Yadaden. Mohamed Yadaden, bonsoir. Vous êtes consultant en marketing, ancien manager au sein du secteur automobile. Alors, c'est un secteur qui évolue sans cesse et souvent avec beaucoup de surprises. Où en est-on de manière générale? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce marché aujourd'hui? Tout d'abord, bonsoir et merci de votre invitation pour nos amis téléspectateurs Sahaf Torkum et bon Ramadan également. Bien écoutez, donc le secteur de l'automobile, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé depuis ces 4 dernières années, je dirais. A bougé dans un sens où il y a eu l'avènement de toutes les unités d'assemblage, mais toujours est-il que cette évolution n'a pas été sans qu'il y ait beaucoup de turbulences qui ont touché un peu les concessionnaires dans la globalité en quelque sorte. Reprenons un peu les chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Je veux dire, aujourd'hui, on vend combien de véhicules par année? Y a-t-il encore des quotas à l'importation ou ne vend-on que ce qu'il y a dans la production d'assemblage? Est-ce qu'on en est? À l'heure actuelle, pratiquement, on ne vend que ce qui est assemblé localement, mis à part peut-être quelques stocks résiduels qui sont restés dans les parcs de certains concessionnaires, mais qui ont dû s'épuiser entre-temps. Donc, Mais en 2018, il y a zéro importation, logiquement. Ces dernières années, donc pratiquement en 2018, il n'y a pas eu d'importation via les concessionnaires. Et tout ce qui est vendu, tout ce qui est sur le marché, c'est les produits issus des unités d'assemblage qui ont été agréés depuis le temps. Oui. Donc, 0% de véhicules finis, mais de véhicules quasi finis, ça n'est que ça en fait. Oui, pratiquement tous les kits qui sont importés sont destinés à la vente locale, donc le montage selon les unités, selon l'implantation. Dont l'unité la plus ancienne qui a été implantée, c'est l'unité de Renault qui arrive quand même à un niveau d'intégration, je crois, qui avoisine les 30%. Mais global, est-ce que c'est un chiffre qui est vérifié? Qui donne ce chiffre? En général, il n'y a que, je dirais, le Renault Algérie Production qui peut le donner et en même temps les services de l'industrie qui sont censés suivre l'évolution du taux d'intégration, d'autant plus qu'il est institué dans le cadre du suivi de l'application du cahier des charges relatif à ces unités d'assemblage. Alors vous dites 70 000 véhicules au bas mot, pour Renault. Chez Renault, moi, oui. Et pour les autres pour les autres, en englobant les chiffres, je dirais qu'on doit se situer entre les 200 à peut-être à 250 000 unités. Il faudra qu'il y ait des chiffres vérifiés, déclarés, qui soient communiqués. Et vous savez que dans les traditions de certains constructeurs, on n'a pas vraiment trop de détails dans ces chiffres-là. Est-ce que les chiffres des véhicules qui émanent des industries ou de l'industrie de l'armée sont comptabilisés? Moi, à ma connaissance, dans les chiffres sur lesquels on travaille, ne sont pas comptabilisés pour ma part. Mais toujours est-il que c'est de bon augure. Pourquoi? Parce que même ces derniers temps, on vient d'apprendre que le véhicule assemblé, peut-être que les besoins en amont ont été satisfaits par rapport aux structures de l'armée et des autres services, qui sera destiné pratiquement à la vente publique. D'accord. Alors, une bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir des concessions qui ont des véhicules disponibles immédiatement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Si vous voulez, on en parle, on le dit, qu'il y a de la disponibilité immédiate, mais quand des clients arrivent au niveau des différents showrooms, arrivent à placer leurs commandes, c'est toute une autre histoire qui est vécue. Et souvent, on est même interpellé par certains
pour nous dire voilà qu'est-ce qui se passe. On nous dit disponibilité, alors que par ailleurs, je dois attendre 2 mois, 3 mois ou même 6 mois pour avoir mon véhicule. Et quel est votre avis là-dessus? Pourquoi ce déphasage? Moi, je pense qu'il y a, il y a un déphasage effectivement par rapport au respect de la clientèle. Et je pense que quand on s'engage avec un client, il faut qu'on arrive au respect de ces délais. Maintenant, est-ce que ces délais concernent des produits bien spécifiquement avec un niveau d'équipement et tout, mais compte tenu je dirais, des segments de produits qui sont fabriqués et en même temps des niveaux d'équipement attribués à ces différents segments, il est prépondérant quand même de respecter cet engagement. D'accord, donc en fait, ce sont des appels qui peuvent sembler être des appâts pour éventuellement capter une clientèle en vue d'une prochaine arrivée sur le marché, dans la concession, plutôt qu'ils aillent chez les autres, c'est ça? Dans ce qu'on appelle le management, il y a de l'anticipation en quelque sorte, voilà. Et puis il y a des opérations marketing qui sont menées pour séduire le client, le capter. D'autant plus qu'on ne peut pas le capter aujourd'hui sur le niveau des prix, mais on le capte beaucoup plus par rapport à ses disponibilités, peut-être, et par rapport à ses délais. D'accord. Pour certains, c'est une bonne nouvelle aussi, c'est l'arrivée du crédit automobile dans certaines concessions. Oui, le crédit automobile a été pratiquement institué depuis le début du lancement des opérations de montage. Et au fur et à mesure, avec certaines institutions financières, les concessionnaires sont en train de contractualiser. Et c'est tant mieux pour le client dont le budget nécessite un apport bancaire. Ça va lui permettre d'acquérir et d'avoir un appoint dans son budget pour avoir le véhicule qui lui convient, qu'il lui faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui sur le prix? On nous a fait croire que les prix allaient baisser. Est-ce qu'ils ont réellement baissé? Où c'est que ça en est? Moi, je crois qu'il y a eu quand même un historique. Les prix publics qui avaient été sortis d'usine, qui avaient été diffusés il y a un certain temps. La réaction de certains concessionnaires, c'était d'opérer des baisses des prix, mais est-ce que c'est des baisses conjoncturelles ou c'est des baisses définitives? Et je pense que c'est peut-être promotionnel, d'autant plus que l'importance est relative quand on voit qu'un concessionnaire vous fait un rabais de 200, 300, 400 000 dinars jusqu'à 500 000 dinars. Là, ça pose toute la problématique, je dirais, de la structure de coût du prix de revient de ce type de véhicule. Ah oui, pourquoi? Vous voulez dire que ces sommes importantes, il n'est pas normal qu'on puisse revenir sur des promotions aussi fortes, c'est ça? Ah oui, une promotion, par définition, elle doit durer un temps limité. Et ce temps n'est pas élastique. Il ne s'étend pas dans le délai. Donc la promotion de vente, la définition même, c'est promouvoir un produit pendant un délai et un certain temps limité. Alors, les prix, en tout cas, le gouvernement avait annoncé qu'il allait peser dessus. Et a-t-il fait quelque chose? Moi, je pense qu'il y a des actions qui sont menées par rapport au suivi, contrôle de ces prix. Il y a des engagements qui avaient été pris et lancés, que ce soit du côté du commerce ou du côté de l'industrie. Et ça finira par se concrétiser. Mais toujours est-il que s'intéresser à la structure des coûts est quand même important, compte tenu de tous les avantages qui ont été consentis à ces concessionnaires au moment de leur installation. J'ai envie de vous poser parce qu'il y a eu toute une restructuration, que devient d'abord la C2A, la compagnie, l'association des concessionnaires et des constructeurs ici? Je pense que c'est une structure qui existe toujours et peut-être même dont l'activité devait être élargie même aux unités de montage, aux marques qui ont lancé le montage. Maintenant, il faudra voir par rapport à leur programme d'action, qu'en est-il et quel est le rapport en quelque sorte aujourd'hui dans la situation que vit le marché. Que deviennent parce qu'il y a eu tout un chamboulement, mais que deviennent les anciens rois du marché automobile? Écoutez, compte tenu des effets de la redistribution des cartes entre les différents concessionnaires et les différents acteurs qui étaient sur le marché, il est opportun de rappeler que certains concessionnaires ont subi cette situation et pratiquement leur activité se réduit
à continuer à assurer la pièce de rechange et éventuellement la maintenance par rapport à tous les engagements qu'ils ont pris avec les clients pendant quand même une période très longue. On parle, alors, mais soyons plus précis, que deviennent par exemple les concessions d'Issa Darbrab? Bah, écoutez, pour ce qui est de Hyundai par exemple, les structures existent toujours, la société fonctionne toujours et elle continue d'assumer en quelque sorte la responsabilité de ses engagements avec ses clients, avec des capacités de maintenance et des capacités de pièces de rechange assez conséquentes. Par contre, Issa Darbrab a conservé les engins de chantier, les engins de travaux publics, c'est bien ça? Oui, il y a une société qui s'occupe des engins. Maintenant, je ne peux m'avancer pour vous dire par rapport au programme qui est en cours au niveau de cette société. D'accord. Alors, que deviennent les patrons d'Elsecom, Abdelrahman Achaïbou? Donc, où en est-il? Il fait partie de la population qui a subi les conséquences de tous les chamboulements qu'a subi le marché. Et là aussi, au niveau des anciennes structures du groupe Elsecom, il y a toutes les structures de maintenance et de pièces de rechange qui continuent à fonctionner. Mais toujours est-il avec des effectifs qui ont été réduits d'une manière assez considérable. Mais les locaux, le terrain, Babzouar, tout ça, ça existe toujours? Absolument, tous les espaces, et je pense que même ça donne à réfléchir par rapport à leur rentabilisation, d'autant plus que le niveau d'activité qui a baissé fait qu'il faut se recentrer sur l'activité après-vente et pièces de rechange pour assurer la rentabilité et continuer d'exister en quelque sorte. Le patron, l'ancien patron, enfin je ne sais plus quoi dire, de Nissan, Sofiane Hasnaoui, alors où en est-il? C'est toujours le patron de la société, le groupe Hasnaoui. Du groupe Hasnaoui, mais également il ne faut pas oublier que c'est le président de la C2A. Mais il est très discret en tant que président. Oui, mais c'est un grand monsieur qui a fait quand même beaucoup de choses par rapport à la marque. Et qu'est-ce qu'il devient du point de vue de la marque Nissan? Je pense qu'il a toujours son projet Nissan et on espère on voir. Alors le projet Nissan, vous parlez d'un projet industriel. Éventuellement. Sur la concession, il n'y a rien dans les showrooms. Jusqu'à maintenant. Donc il n'y a pas de Nissan aujourd'hui qui sont vendus, sauf peut-être quelques stocks résiduels, c'est ce que vous expliquez. Exactement. Et sur l'usine, on n'a pas encore de nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Mais par contre, ceux qui ont beaucoup subi les conséquences, c'est un peu les réseaux de distribution de tous ces concessionnaires, où il y a eu quand même parfois des conséquences très très négatives pour certains qui ont carrément baissé rideau. Ou certains qui sont partis chez les repreneurs. Chez les repreneurs, quand il y a des repreneurs éventuellement, mais quand on fait un tour dans les différents agents distributeurs de ces concessionnaires, on voit les rideaux fermés. On voit beaucoup de rideaux fermés, que ce soit sur Alger ou même à l'intérieur du pays. Alors un projet qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le projet Peugeot, projet industriel. Donc, d'abord, est-ce que Peugeot, en termes de concession, de showroom, il n'y a pas de Peugeot aujourd'hui qui se vend? Si, je pense que quand même le réseau Peugeot se maintient. Il y a toute une activité après-vente et pièces de rechange qui est assumée. Et le projet en lui-même, je pense qu'il est en train d'être réalisé et on espère que les délais sont respectés. Et tout le monde attend l'avènement de ce projet qui sera d'un grand apport. Mais attendez, je reviens aux importations. Peugeot importe aujourd'hui? Non, Peugeot n'importe pas aujourd'hui. D'accord, mais comment se fait-il alors que vous me disiez qu'il y a des véhicules Peugeot qui se vendent encore? Non, je n'ai pas dit qu'il y a des véhicules Peugeot qui se vendent encore. Très bien. Alors on attend le projet industriel avec une polémique sur le terrain qui leur a été affecté. Où est-ce qu'en est cette polémique? La polémique, qu'est-ce qui a été décidé? Comme tout le monde, on avait appris via les réseaux sociaux que c'était un terrain agricole qui a viré vers l'industrie. Maintenant, on espère que ce projet aboutira. Maintenant, par rapport au terrain, je n'ai pas d'informations précises sur ce volet. On reviendra bientôt sur
sur l'état aussi du marché de l'occasion. Aujourd'hui, nous n'en avons pas malheureusement assez de temps. Juste une chose, dans cet environnement, il y avait bien entendu les magazines spécialisés en automobile, tout ce qui évolue autour. Où est-ce qu'en est ce monde de la presse automobile aujourd'hui? Le monde de la presse automobile continue de fonctionner, mais là aussi, il y a eu des conséquences négatives, comme dans d'autres domaines d'activité. Il y a des revues qu'on voit rarement, d'autres ont peut-être baissé leur niveau d'impression, mais certaines revues ont carrément disparu des étals. Mais toujours est-il que ça continue de fonctionner, mais à un niveau très très faible. Et il y a également tous les sites spécialisés qui continuent aussi d'alimenter. D'accord. Vous êtes, je dirais, un vieux loup du marché automobile parce que vous avez été loup dans le bon sens, hein. En tout cas, un homme, allez, je dirais d'expérience, puisque vous avez été longtemps dans les services marketing et dans le management général de concession. Quel est aujourd'hui votre sentiment général? Et on se quittera là-dessus, sur le marché automobile. Ça a été dur, les conséquences ont été dures. On espère que l'industrie se redéploiera très rapidement, mais en même temps, on espère que cette industrie va aller dans le sens de l'évolution très rapide du taux d'intégration, parce que sans un niveau d'intégration, on ne pourra pas parler d'industrie de fabrication. Moi, je m'oriente beaucoup et je me positionne beaucoup sur une industrie de fabrication. Et le marché lui-même, c'est un marché qui est là. Et il y a une demande aussi qui est exprimée, qui est latente également. Et cette demande, on espère qu'elle va être satisfaite et qu'on pourra aller au niveau des chiffres qui ont prédominé et dont le marché a besoin réellement. Mohamed Iyad Aden, merci beaucoup de votre éclairage et je vous dis à très bientôt. En attendant, Saha Sahorkom. À vous également, chers téléspectateurs, je vous propose de rejoindre notre prochain invité pour évoquer avec lui le lien entre l'entreprise et l'archivage numérique des documents. À tout de suite.